Les 3 clauses à avoir dans un contrat de travail à durée indéterminée pour un top manager. Alors, dans un contrat de travail à durée indéterminée, Oui. Le forfait jour, Oui. la clause de non-concurrence et j'aimerais bien aussi Golden Parachute. Pinky, tous les mois, je laisse le plateau à Edwina d'European Digital Group qui aborde des cas concrets sur la problématique de fusion-acquisition. Je crois que vous avez déjà souvent, dans tes expériences précédentes, racheté des sociétés. Chaque mois, elle interviewe des personnalités du secteur pour qu'on puisse s'améliorer sur la croissance externe, les opérations de croissance externe. C'est parti pour l'interview d'Edwina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Maître Élodie Dana, cofondatrice et associée du cabinet d'avocats Cover Avocat, exclusivement spécialisée dans le droit social. Bonjour Élodie. Bonjour Edwina. Je suis ravie de te recevoir sur le plateau. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir. Élodie, je souhaiterais aborder avec toi les problématiques de droit social auxquelles on fait face dans le cadre des opérations d'investissement. Lorsque vous faites des audits sur une opération, quels sont les principaux sujets que vous vérifiez dans le cadre de ces audits? Très bonne question. Donc, en priorité, nous vérifions le socle contractuel, les contrats de travail, les éventuels avenants et bulletins de salaire. Et on vérifie surtout que l'employeur, en fonction de la taille de l'entreprise, respecte ses obligations légales. Est-ce qu'il y a un règlement intérieur, la mise en place d'institutions représentatives de personnel? Est-ce qu'il y a des accords d'entreprise, l'affichage obligatoire? Certains sujets nécessitent une attention toute particulière. Et notamment, je pense à la durée du travail. C'est un sujet assez vaste. À la durée du travail, 35 heures Absolument, absolument, Edwina. Il arrive que lorsqu'un acquéreur achète une entreprise, il pense que les salariés sont aux 35 heures et au final, dans la réalité, ils travaillent beaucoup plus. Dans certains contrats, et notamment pour les cadres, on prend l'habitude d'indiquer des clauses de forfait. Forfait en jour, forfait heure. Cependant, ce sont des clauses qu'il faut vérifier et surtout savoir si elles sont valables en fonction de la convention collective. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention spécifique, la durée du travail. Il y a aussi la rémunération, et notamment la rémunération variable. Pourquoi? Il y a certains objectifs qui nécessitent, bien sûr, d'être validés en amont et d'être transmis aux salariés en amont. Et nous, en tant qu'avocats, on va vérifier si ces objectifs sont clairs, atteignables. La durée du travail, les clauses d'objectifs, il y a aussi la cohérence entre toutes les clauses du contrat de travail et les bulletins de salaire. On va vérifier si les fonctions qui sont indiquées au contrat se retrouvent bien sur le bulletin, s'il s'agit du bon coefficient, si la rémunération minimum de la convention collective est appliquée. On va vérifier, on va vraiment travailler avec ces deux socles en comparaison. Ensuite, il y a des clauses qui sont coûteuses, qui nécessitent une attention particulière. Donc toutes celles-ci ne sont pas coûteuses. En fait, la durée du travail, c'est la max du max et c'est pour ça que je l'ai indiqué en premier. Mais les clauses auxquelles on pourrait ne pas faire attention parce qu'elles interviennent en fin de relation, c'est la clause non-concurrence. D'accord. Qui doit être bien rédigée pour pouvoir être appliquée, et la clause qu'on appelle de Golden Parachute, c'est-à-dire qu'on va attribuer à un salarié sortant une indemnité. Donc ces clauses-là doivent être bien rédigées et donc on les vérifie avec une attention particulière. Il y a le type de contrat. Il y a des contrats de travail à durée déterminée. Le risque, s'il est mal rédigé, c'est qu'il soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Donc ça, on va véritablement vérifier le motif. Et il y a aussi les contrats de prestation de services. Ces contrats-là, c'est la tarte à la crème où, effectivement, on va à chaque fois vérifier s'ils ne peuvent pas être requalifiés, s'ils sont légitimes et qu'ils ne peuvent pas être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée. Donc ça, c'est plutôt aussi sur la durée ou en tout cas l'engagement qu'un prestataire a avec la société, le temps de travail qu'il alloue à la société. Exactement, si c'est un travail qui est exclusif ou pas. D'accord, ok. Je m'attache ensuite aux ruptures de contrat. Donc là, on vérifie sur les 12 derniers mois quel était le motif de rupture. Est-ce que le nombre est important? Ça peut être aussi un bon regard sur le climat social de l'entreprise. Bien sûr. Et puis, on va vérifier tout ce qui est instance représentative du personnel. Et d'ailleurs, en vérifiant dans les procès-verbaux
du comité social et économique, on peut encore voir s'il y a des difficultés par rapport à ce climat social. Est-ce qu'il y a des difficultés avec des redressements URSSAF, des remarques de l'inspection du travail? Et là, ça nous facilite notre regard pour avoir ensuite pour donner à l'acquéreur une information claire. Très bien. Et du coup, je comprends qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus problématiques que d'autres, notamment donc la durée du travail, ou quels sont ceux qui sont vraiment très problématiques? Alors, la durée du travail est effectivement très problématique. Donc, on recommande un suivi régulier du temps de travail. Et il y a aussi un autre sujet qui est très problématique, c'est le recours aux prestataires de services. D'accord. Pourquoi il est très problématique? Parce qu'en matière de coûts, c'est explosif, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'il y a une indemnité qui est allouée, des redressements URSSAF, et donc notre regard est assez important pour vérifier que le prestataire ne soit pas intégré à un service organisé. Ça veut dire quoi intégrer? Ça veut dire je suis prestataire, mais j'ai le mail de l'entreprise, j'ai la carte de visite de l'entreprise, je travaille tous les jours dans les mêmes locaux, je utilise le matériel de l'entreprise, j'ai les mêmes droits que les salariés finalement. Alors là, il peut même y avoir un risque pénal de travail dissimulé. Ah, d'accord. C'est intéressant à savoir, notamment pour... il y a beaucoup de sociétés qui ont recours à des prestations de services et du coup, faire hyper gaffe à la manière dans laquelle c'est intégré dans leurs activités au quotidien. Élodie, est-ce que tu penses que certains de ces sujets peuvent pousser un acquéreur à ne pas faire l'opération? Est-ce qu'on peut en arriver là ou c'est plutôt des sujets qui sont, on va dire, coûteux ou qui peuvent être sécurisés ou régularisés? Alors, la plupart des sujets sont complètement régularisables. J'ai même envie de dire que c'est notre job, en qualité d'avocat, de faire en sorte que le deal se fasse et de faire en sorte, même en amont, de proposer à nos clients de régulariser certains sujets, par voie d'avenant notamment. Quand je pense à la durée du travail, il est tout à fait possible de prévoir cette convention de forfait jour, ou bien d'anticiper et de tout mettre en œuvre pour que le deal se fasse. Alors, il y a des fois où ça ne peut pas. Oui, pour peut-être d'autres raisons aussi. Alors, c'est simple, quand ça ne peut pas, c'est qu'il y a beaucoup trop de difficultés et que ça remet en question tout le business model. Oui. Si la rentabilité de l'entreprise n'est plus au rendez-vous, alors effectivement, l'acquéreur se rétracte. Bien sûr. Sinon, ça se régularise. Ça se régularise. Super. Chaque société a ses propres spécificités, mais si on veut donner quelques, on va dire, best practices ou des bonnes règles de conduite pour qu'une opération se fasse bien, ou en tout cas qu'une société se prépare pour une opération, est-ce que tu en as quelques-unes? Alors déjà, bien la préparer en amont. Une opération de cession se prépare en amont. Ce que je pourrais dire, c'est éventuellement de tenir comme un listing qui ressemblerait à un registre unique du personnel, mais on indiquerait toutes les informations importantes. Donc le nom, le prénom du salarié, la date d'entrée, sa date d'ancienneté, donc date de naissance, s'il a une clause de non-concurrence, rémunération, objectif, est-ce qu'il a une prime? Sur toutes les facettes. En fait. On va tout balayer. Et donc ce qui permettrait de transmettre à l'avocat une information claire, qui est actualisée, et de faciliter le travail. Très intéressant. C'est des petits tips qui sont importants, je pense que pour pas mal d'entrepreneurs qui font face à des opérations, d'avoir ça en tête, ça facilite évidemment après tous les audits et ça fluidifie les échanges. Merci beaucoup Élodie pour ces éclairages. Je te propose de passer à l'interview de vérité. En gros, je te pose quelques questions, c'est assez facile, tu réponds rapidement du tac au tac. Est-ce que tu es prête? Allez, je suis prête. Donc, droit social, français ou anglo-saxon? Que français. Les 3 clauses à avoir dans un contrat de travail à durée indéterminée pour un top manager? Alors, dans un contrat de travail à durée indéterminée, oui. Le forfait jour, oui. La clause de non-concurrence et j'aimerais bien aussi Golden Parachute. Litige prud'homal ou contrôle URSSAF? Litige prud'homal. La phrase type d'un DRH qui cache quelque chose? Alors, je ne sais pas parce que je reprends le dossier. Bonne phrase. Et le secteur dont le droit du travail est le plus difficile à auditer? J'ai envie de dire le TIC. D'accord. Merci encore Élodie, c'était hyper sympa, hyper agréable, très constructif. On se dit bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Edwina, toujours très intéressant de monter en compétence sur ces sujets.